Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue au JT du Sim Racing où aujourd'hui nous menons l'enquête sur Rennsport sur console. Parce que oui, votre cher serviteur a passé plus de 4 heures à rouler sur cette nouvelle simulation disponible sur PlayStation 5. On l'a roulé avec l'édition de luxe qui vous coûtera la petite bagatelle de 79,99€. L'édition de luxe contient quelques véhicules supplémentaires ainsi que la Nordschleife, mais pas la dernière Mustang GT3 par exemple, on en reparlera dans le modèle économique. On a tout essayé, mode solo, mode multijoueur, car oui, on a trouvé des gens en multi, testé le force feedback et tout ce qui fait les aspects de Rennsport pour répondre à la simple question: est-ce que ça vaut le coup après l'échec du lancement de PMR, cette nouvelle simu sur console, que vous soyez sur PlayStation ou sur Xbox? On va y répondre. Il faut que je commence la vidéo en vous remerciant parce que l'idée de cette vidéo, j'avais pas forcément prévu de la faire de base, est venue d'un très bon commentaire de l'un d'entre vous suite à ma revue et mes différents contenus sur un autre jeu qui est Project Motor Racing, qui était très attendu et qui a été un gros bid de manière générale sur console et sur PC pour des raisons qu'on a déjà évoquées et ce n'est pas le sujet du jour. La remarque était très pertinente et je vous la résume, c'était de se dire que Rennsport a mauvaise réputation, c'est le cas, ça fait quasiment 4 ans que Rennsport a été annoncé puisque c'était en mai de l'année 2022, mais depuis tout ce temps, est-ce que sur console finalement, le jeu ne répondrait pas aux besoins d'une audience qui est un peu délaissée, parce qu'il est vrai qu'en dehors de Gran Turismo 7 sur console et d'éventuellement Dirt Rally ou WRC si vous êtes fan de rallye, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent côté Sim Racing, ACC ayant été arrêté en termes de développement et n'étant qu'un portage des jeux de Kunos. On a les classiques F1 certes, mais bon, depuis Project Cars 1 en 2015, il faut dire qu'un bon jeu de simu qui réellement fait des vagues sur console, on n'en a pas vu depuis quasiment 10 ans. Ce commentaire m'a fait réfléchir et puis j'ai commencé à faire quelques recherches complémentaires pour voir un peu l'état dans lequel était le jeu sur console et quelles étaient surtout les critiques, parce que oui, je vais vous lire cette ligne et ça devrait vous parler en fin de vidéo je pense, mais quand vous faites une recherche sur Google qui vous répond à la question Rennsport vaut-il le coup, voici ce qu'il dit. Oui, la maniabilité est subtile, la sélection de circuits est agréable et même si le choix de voitures est limité, elles sont imposantes et leur sonorité est aussi impressionnante que leur apparence. On va reparler de l'apparence et de la sonorité. Cependant, parce que oui, il y a quand même un mais, Rennsport est loin d'être à la hauteur et ne retiendra pas longtemps l'attention des passionnés de jeux de course avant qu'il ne se désintéresse. Qu'un point de vue, ma foi, mi-figue, mi-raisin, certes, il n'y a pas vraiment d'argument. Par contre, que l'on parle de voitures qui sont très bien modélisées et de sonorités incroyables, je suis désolé, mais à moins d'avoir des bouchons d'oreilles, non, la sonorité de Rennsport est une catastrophe. Mais dans ce test-là, j'ai aussi trouvé de bonnes choses, donc on va commencer à structurer un peu ça. Je vais vous parler des modes de jeu qui sont déjà dispo dans Rennsport. C'est pas très compliqué, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3. Le mode solo, où vous allez pouvoir faire des courses, du contre-la-montre ou un mode championnat. Le mode championnat, c'est assez simple, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs chez Project Motor Racing. Vous allez enchaîner les courses sans réelle signification, vous allez monter au fur et à mesure des classes, et au fur et à mesure que vous enchaînez, vous allez débloquer de nouvelles courses, sauf que dans Rennsport, vous n'avez pas besoin d'acheter les véhicules, vous n'avez pas réellement d'économie virtuelle. Je reviendrai sur cette petite notion d'économie un petit peu plus tard. Mais du coup, vous enchaînez les courses, et si vous faisiez les courses en solo selon différents scénarios, ce serait à peu près la même chose. La partie rapide, c'est simple, c'est ni plus ni moins qu'un mode solo avec des presets de jeu déjà configurés par Rennsport. Et puis, vous avez le multijoueur qui comporte 2 catégories. Les modes de course championnat dites classés, vous allez avoir un safety rating et un driver rating. Un driver rating qualifiant votre niveau et un safety rating qualifiant votre propreté en piste. Et puis, vous allez avoir des lobbies personnalisés. Et c'est là où il faut que l'on parle de multijoueur. Et donc, on va faire une petite parenthèse sur la population. La population de Rennsport, c'est assez simple, c'est un jeu qui est cross-platform, donc vous pourriez vous dire, c'est très cool, on va retrouver des gens sur PC, sur console, Xbox ou PlayStation 5, tous ensemble dans de mêmes lobbies. Pour rouler en multijoueur, en partie rapide en multijoueur, c'est très simple, on n'a jamais trouvé personne, même après une dizaine de minutes d'attente de recherche, et pourtant on a joué sur des moments où normalement c'est popularisé, week-end ou soirée en semaine. Par contre, on en a trouvé en multijoueur classique,
classé, mais jamais plus de 25-30 joueurs, tout lobby confondu. Ça m'a amené à aller un petit peu plus loin et à me prêter un exercice. Je suis allé en contre-la-montre sur littéralement le premier contre-la-montre qui vous est proposé. Donc certainement tous les joueurs tentent avant de démarrer et nous avons trouvé, je crois, je vous mettrai le chiffre exact en illustration, un peu plus de 1700 joueurs, toutes plateformes confondues. C'est tout ce qui a acheté Rensport. On connaissait le modèle économique un petit peu bancal et ça me donne également l'occasion de parler du modèle économique avant de parler du solo parce que peut-être que le solo va nous sauver. Le modèle économique, il vous arrive assez vite en face de vous. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne s'en rappellent pas, au départ, Rensport était parti sur le Web3 et notamment les NFT. C'est bien non fongible que vous achetez qui vous donne un titre de propriété pour, bien simplifier, donner un titre de propriété sur un bien virtuel. L'occasion d'acheter vos véhicules comme si vous achetiez une voiture dans la vraie vie, de la revendre, etc. Ce modèle-là, étant donné le backlash compris les NFT et le Web3, a été abandonné et présenté sous une autre forme. Une forme de crédit en jeu, des RENS. Et ces RENS vous permettent d'acheter des livrets de véhicules. Parce que oui, vous ne pouvez pas personnaliser vos véhicules sur Rensport à moins d'acheter et vous êtes donc limité à la personnalisation disponible sur Rensport et rien d'autre. Le modding et l'intégration communautaire, on n'en a pas entendu parler et à part le circuit modé qui est dispo sur le jeu, il n'y a vraiment pas grand chose de communautaire et au vu du nombre de ventes de jeux, ça peut se comprendre. Au niveau du multi, étant donné la population qu'il y a, je peux pas dire pour mon essai que ça a vraiment bugué. C'était plutôt pas mal là-dessus en termes de netcode. En termes de voitures, on est relativement limité au niveau du line-up aussi, que ce soit sur les hypercars, que ce soit sur les GT3, les GT4. Il y a pas mal de catégories, mais peu de véhicules par catégorie et il n'y a que 13 tracés. Alors on peut se dire, c'est pas mal, c'est relativement équivalent à ce qu'il y a sur LMU. Le Mans Ultimate est limité à ce nombre de tracés parce qu'il suit le championnat du monde d'endurance. Et en VEC, il n'y a pas 10 000 circuits, c'est lié aux étapes du championnat du monde. Rensport n'a pas cette contrainte-là, a une liberté totale sur ce qu'ils peuvent licenser en termes de circuits, voire sur ce qu'ils peuvent créer, puisqu'ils l'ont déjà fait avec 2 circuits fictifs. Force est de constater qu'il n'y a pas grand-chose non plus à se mettre sous la dent niveau circuit. En termes de mode de jeu, c'est assez pauvre. En termes de multijoueur, il n'y a pas grand monde, donc pas de quoi vraiment s'amuser ou de créer une communauté sur le jeu. Il faut qu'on parle maintenant du mode solo. Et quand on va parler du mode solo, on doit parler évidemment de l'IA. Je vais vous mettre un clip de littéralement mes premiers tours de roue sur le jeu. Wow, oh, oh, oh là, oh, ah les premiers tours de roue. Oh là, voilà, on s'est fait refaire le train arrière, mais alors regardez ce qui se passe, sans déconner. Voilà, ça résume à peu près la situation de l'IA et ça ne m'est pas arrivé qu'une fois sur mes premières heures de jeu, ça m'est arrivé pas moins de 3 fois, jusqu'à même un empilement à la sortie d'essence sur le circuit fictif, là aussi avec une autre voiture sur le toit. Bref, il n'y a quasiment pas une session longue sur laquelle on a mis un peu plus d'IA sans qu'on ait une voiture sur le toit, au moins, si pas plus. Si vous vous rapprochez d'elle, de toute façon, elle va chercher à vous éviter, elle suit sa ligne, elle a un comportement qui fait des erreurs assez catastrophiques. Sur le mode solo, malheureusement, là aussi, il répond pas aux attentes. Et en termes de bugs et de features, on s'est presque plus amusé également au cours des crashs à aller en dehors des circuits. Il n'y a pas particulièrement de modèle non plus réaliste de crash. Je parle ici du crash et de ce qui se passe en termes de petits bugs au-delà de la physique. Sur les modélisations, que ce soit des véhicules ou des circuits, c'est pas joli, Je vous montre le rétro, voilà, le rétro virtuel juste en haut de l'écran. J'avais pas vu ça depuis la PS2, voire peut-être la PS1, avec les textures qui pop-up. Si vous allez un petit peu plus loin, puisqu'on a fait bugger le jeu lors d'un crash, on est allé au-delà des limites sur le Nürburgring GP, donc je me suis clairement amusé à aller au-delà des limites. Vous voyez que pour un Unreal Engine 5, le premier jeu de voiture dessus, entre la promesse et les trailers ultra réalistes versus
ce qui est donné en produit final à 80 € en édition de luxe, je le rappelle, pour le jeu sur console. Il y a une petite différence entre un trailer léché et des arbres en 2D, même pas finis en termes de structure, juste pour, en cas de vue hélicoptère, à peu près faire le job. Il y a un truc que Rennsport fait mieux que PMR, et c'est assez paradoxal. Le jeu on-board est ce qu'il est pour Rennsport, mais en caméra TV, puisque Rennsport a été développé de base, a été très mis en avant pour sa compétition e-sport qui a été arrêtée depuis l'ESL R1. En termes de retransmission, il est pas vilain. Si vous devez faire un mode TV et de la production pour le jeu, pour le coup, c'est plutôt bien pensé. Il y a tout ce qu'il faut en termes de caméra, c'est relativement esthétique. Le comportement des voitures est pas horrible sur le replay. Franchement, ça fait le job. Il n'y a pas eu que des points négatifs, on a eu des points aussi qui nous ont plutôt agréablement surpris. Malheureusement, ça fera pas la balance, comme vous le verrez, par rapport aux différents points négatifs. Et en parlant de points négatifs, il faut que je vous parle d'un élément qui est l'élément clé au final, parce que oui, je vous ai parlé du solo qui est relativement pauvre, du multi qui l'est aussi, mais ça peut convenir à certains. C'est peut-être le premier jeu de voiture que vous allez découvrir et ça va faire le job parce que vous connaissez rien d'autre, et c'est le cas de plusieurs personnes qui ont peut-être acheté le jeu. Il faut qu'on parle pour ça de la physique et du ressenti dans le volant. Premier point plutôt positif, dans les tutoriels, il y a quand même pas mal de réglages qui sont disponibles à l'intérieur du jeu. Si je peux prendre un autre exemple, c'est Dirt 2.0 sur lequel on a roulé récemment en live notamment, qui comporte aussi pas mal de choses que vous pouvez régler à l'intérieur même du jeu au-delà de vos drivers. Donc moi je roule avec le GTDD Pro, je l'ai essayé dans cette installation puisque c'est mon install PC console. Selon les véhicules, le force feedback est très inégal. Plus la catégorie est complexe, si l'on va notamment vers les hypercars, plus le force feedback est assez mauvais. C'est à se demander, puisque Rennsport a eu la polémique d'avoir une partie littéralement du code du Easy Engine et donc de R Factor 2, ça avait donné une grosse polémique il y a quelques temps dont on avait parlé sur la chaîne. Je me demande où est passé le moteur par rapport au force feedback. Je vous fais une petite démonstration là aussi. Je pense que vous le voyez, cet effet que je veux dire de tremblement qu'on a fait, vous voyez là, c'est en train de faire trembler le châssis dans tous les sens. Donc comme vous le voyez, il y a pas mal de réglages disponibles, mais très clairement, le jeu de base n'a pas un bon force feedback en termes de preset, très certainement parce qu'il n'a pas foncièrement été bien testé. Sur les hypercars de toute façon, et ces voitures à beaucoup plus grosse aérodynamique, j'ai pas réussi à trouver un quelconque semblant de réalisme. Si on bascule en GT3, ou alors sur la Porsche catégorie GTX, le concept de la Porsche 911 justement qui est absolument magnifique, sur cette voiture, je l'ai trouvé très sympa. Au niveau de la modélisation des circuits, alors ça fait le job, vous vous y retrouverez pour les circuits classiques que vous connaissez, le NURBGP, que ce soit Jeddah également, qui est pas foncièrement disponible ailleurs, je crois, que sur Formula One, ça amène un peu de variété. En dehors de la classique GT3 roulée par la majorité des gens, c'est pas ouf en termes de force feedback. Il y a la BMW M2 CS, si je dois la comparer à ce qu'elle est par exemple sur iRacing, on est sur deux mondes différents, on est vraiment sur de la simcade de toute manière en termes de physique, que ça soit sur le freinage, la sensation au niveau des pneumatiques qui est plus ou moins inexistante, c'est extrêmement sensible, mais en même temps vous pouvez balancer la voiture d'un coup et vous allez réussir à tourner, comme si vous aviez un espèce de grip un peu infini. Donc vous allez devoir y passer du temps si vous voulez avoir quelque chose de propre, mais c'est possible. En terminant enfin sur le force feedback, sachez que pour les voitures, il va vous falloir connaître l'angle de volant que vous réglez et faire coïncider l'angle de volant dans le jeu avec l'angle de volant que vous allez avoir dans votre soft. Si vous le mettez en automatique par exemple sur le Fanatec, ça fonctionne pas, il faut régler vraiment le même angle de volant, sinon vous allez avoir une disparité entre comment vous tournez le volant vous et comment le volant est tourné en jeu. C'est un petit tips auquel il faut penser et qu'il faut connaître. Alors en parlant de ressenti, c'est bien de parler volant, mais si vous jouez à la console, oui, j'ai même joué à la manette à Rennsport. Ça fonctionne plutôt bien. Vous avez là aussi pas mal de paramètres qui sont disponibles pour régler vos joysticks, la sensibilité des joysticks à la direction. Si vous passez un peu de temps là-dessus, je pense que vous pouvez trouver de très bons settings qui vont bien vous correspondre. On a testé un peu toutes les vues, la vue capot, la vue extérieure, la vue on-board. Là-dessus, c'est plutôt pas mal. Et de manière générale, sur l'ergonomie, je dois dire qu'il y a un point sur lequel ils font bien, qui me parle moi en tant que sim racer expérimenté, mais qui peut vite s'apparenter à une usine à gaz si vous êtes débutant et vous rebutez un peu, c'est qu'il y a quand même pas mal de réglages disponibles là aussi pour régler votre field of view et pour régler tous ces petits détails que j'évoquais. Franchement, ça marche
plutôt bien quand ça fonctionne. Ne vous inquiétez pas si le tutoriel du début ne fonctionne pas. Je suis arrivé dans les 5 premières minutes de jeu littéralement. Il vous propose de paramétrer et de calibrer votre matériel. Ce que j'ai fait et tout d'un coup, patatras, eh bien, lorsque vous arrivez avec justement la M2 pour démarrer le tutoriel, eh bien, pour moi, le jeu a littéralement planté, impossible de démarrer l'auto. Un petit reset et c'était reparti comme en 40. Voilà, ça vous donne quand même le ton, encore une fois, sur tout ce qu'on a dit sur les 5 premières minutes. Alors, comme vous le voyez, le tableau n'est pas rose. Les quelques points positifs qu'on a réussi à trouver, c'est un force feedback qui peut se régler de manière correcte, mais qui est très inégal selon les véhicules. Si vous faites de la GT3, du GT4, vous allez vous y retrouver. Sur le reste, honnêtement, pas vraiment. Et petit coup de cœur sur le circuit de Crest d'Acoras en Suisse, créé par Nuke Drop, qui est franchement très sympa, beaucoup de dénivelé, beaucoup de technique. J'ai pris du plaisir de manière très honnête avec la 911 en catégorie GTX. On s'est bien amusé, même y compris à la sortie des stands avec l'IA. Mais justement, en parlant de l'IA, au niveau des points négatifs, au niveau solo c'est pauvre, vous n'avez pas d'IA pour vous amuser et vous n'avez pas de mode de jeu qui soit vraiment super intéressant. En multijoueur, vous avez très peu de population. On a trouvé aucun lobby personnalisé depuis une semaine que je check, même en dehors des heures de jeu, juste allumer le jeu et checker s'il n'y a pas un petit lobby personnalisé qui est fait sur N-Sport, mais on n'a rien trouvé malheureusement. Pour 80 €, passez votre chemin, même pour 60 € à prix sans les DLC. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, et non, il n'est pas bien réalisé. Les sons sont vraiment des véhicules catastrophiques. Après 4 ans, malheureusement, c'est pas le jeu qui va permettre d'amener un peu de nouveauté et un peu de fraîcheur sur l'écosystème console, puisque j'ai testé le jeu sur la version 1.1.7 et il n'y a pas eu grand chose en mise à jour malgré tous les problèmes autour du jeu. Il n'y a pas eu grand chose en termes de contenu additionnel depuis par rapport aux packs qui sont même présentés dans le DLC. Est-ce que l'entreprise va survivre d'ici là au vu de son niveau de vente? Le financement est pas très clair et un petit peu opaque du côté de chez Compétition Compagnie. J'ai pas réussi à trouver toutes les informations que j'aurais aimé avoir pour vous donner un état de l'art, on va dire, le plus précis possible, comme j'ai l'habitude de le faire sur mes enquêtes quand je vous ai parlé de Fanatec, du cas de Kunos avec Assetto Corsa. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y faire plus clair et un avis définitif sur Rennsport si vous le découvrez, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de revues finalement sur YouTube, et il y avait des raisons, mais voilà, on y a passé plusieurs heures pour faire le boulot. Donc si vous souhaitez vous faire un avis sur un autre jeu, n'hésitez pas à consulter la vidéo qui est juste ici. Et si vous cherchez à vous fournir en matériel, je vous conseille de regarder un nouveau bundle sur PC, ça sera juste là.